Bonjour à tous pour cette foire aux questions. Foire aux questions, on accueille aujourd'hui le docteur Mathieu Vrard qui vient du Centro de Astrofísica e Ciências do Espaço à Porto, au Portugal, et je suis sûr que je prononce ça très très mal. Mais en tout cas, il est spécialiste en physique stellaire et aujourd'hui, il va nous parler un peu de cette image absolument incroyable d'un trou noir qu'on a vu récemment sur Internet. Alors Mathieu, bonsoir. Bonsoir. En premier lieu, je précise peut-être, je n'ai pas participé en fait à cette découverte, donc ce n'est pas ma spécialité à la base, mais je connais quelques petites choses sur, sur les trous noirs et la physique qui les sous-tend. Donc, si je peux renseigner, c'est Eh bien, avec. ce sera avec plaisir. Bon, c'est la première fois qu'une telle image de trou noir est reconstruite. Et mis à part le fait que c'est une première, en quoi cette image est-elle si importante pour les astrophysiciens et par extension pour nous? Pourquoi est-ce que c'est si important? Déjà parce que c'est la première fois qu'on observe ce type d'objet. Il y avait jusqu'à présent déjà encore des personnes qui doutaient un petit peu de la réalité, assez peu, hein, au final très très peu, mais quand même quelques personnes qui doutaient parfois de la réalité physique de ces objets, si on pouvait les observer ou non. Ça, c'est le premier point, même s'il n'est pas aussi important qu'on peut le penser, parce que beaucoup de gens, en effet, pensaient déjà que ceci existait malgré tout. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ces objets-là, en fait, sont des objets qui sont absolument extrêmes dans l'univers. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir parfois l'astrophysique, c'est-à-dire un petit peu un laboratoire extrême de choses qu'on ne pourra jamais reproduire sur Terre. Et là, c'est très intéressant d'un point de vue physique parce que ça nous permet en fait de tester les limites des théories que l'on a, notamment la théorie en question, ça va être la théorie de la relativité générale. On pourra en fait tester les limites de cette théorie et éventuellement trouver des preuves pour étendre cette théorie ou valider en fait d'autres explications alternatives qui ont lieu ou les invalider également parce que ça peut être intéressant, d'autres explications alternatives qui ont lieu, qui ont cours à l'heure actuelle en physique. Donc c'est surtout sur ce point-là que c'est important. Ça permet de tester en fait les limites des modèles qu'on utilise à l'heure actuelle. Il y a juste un petit truc, une petite question que je voudrais poser parce qu'on nous a signifié il y a peu que le terme photo et image ne désigne pas du tout la même chose en astrophysique. Donc là, on parle d'une image, c'est ça? Donc c'est quoi Oui. la différence entre les deux? Alors, on parle souvent d'images en astrophysique. Alors, c'est déjà parce que le terme photo, souvent, en fait, on a cette image d'une photo, on prend son appareil photo, on vise l'endroit qu'on a envie de regarder, on fait un clic et puis, paf, c'est terminé. En astrophysique, c'est légèrement plus compliqué que ça, évidemment, parce qu'on doit adapter le temps de pause, par exemple, de l'appareil en question à l'objet que l'on souhaite étudier. Et là, c'est encore moins adapté pour le cas qui nous intéresse, parce qu'il ne s'agit pas d'une image directe, il s'agit d'une reconstruction d'image. C'est-à-dire qu'en fait, l'image telle qu'elle existe, telle qu'on la voit, elle n'existe pas au départ. On a simulé un télescope géant de la taille de la Terre pour obtenir cette image, qu'on a dû reconstruire à partir de la lumière qui a été récupérée, des données qui ont été récupérées sur ces différents télescopes qu'on a dû reconstruire d'un point de vue informatique. Et en plus, en fait, cette image a été obtenue en radioastronomie, donc c'est pas dans le visible, c'est pas juste une photo qu'on a obtenue dans le visible, donc comme on obtiendrait avec un appareil photo basique. C'est différent d'une photo classique. C'est pour ça que ça donne, utiliser le terme d'image en fait nous donne un petit peu une mauvaise impression. On a tendance à se faire une idée dans la tête qui est complètement fausse au final. Donc voilà la différence entre photo et image. Du coup, pour prendre cette image, il a bien fallu savoir qu'il y avait un trou noir juste à cet endroit-là. Donc comment est-ce qu'on fait, sachant que d'après ce que j'ai compris, les trous noirs ne se voient pas, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a un trou noir pile à cet endroit-là? Comment on a fait pour pointer les objectifs à cet endroit-là? Principalement par l'influence gravitationnelle, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à un endroit à l'intérieur d'une galaxie, quelle qu'elle soit, on a un objet qui est extrêmement massif et extrêmement dense. Et en physique, en fait, à part le trou noir, en astrophysique, je veux dire, à part le trou noir, on n'a pas grand-chose pour expliquer en fait la présence de cet objet à cet endroit-là, pour en tout cas comprendre comment ça se fait qu'on a un objet extrêmement dense et extrêmement massif au centre d'une galaxie ou à un endroit dans une galaxie précise. Donc ça va être par influence gravitationnelle sur les objets qui vont entourer en fait cette galaxie. Ça peut être le gaz autour d'elle, les étoiles également autour d'elle. C'est comme ça notamment on a repéré Sagittarius à étoile, hein, le trou noir central de notre galaxie, où on a pu observer donc, les mouvements des étoiles qui entouraient le point central de la galaxie, et où on a pu voir qu'en effet il y avait un objet extrêmement dense et extrêmement massif à cet endroit-là. Entre autres, hein, c'est pas la seule technique, mais entre autres, principalement c'est comme ça. Alors là, je parle des trous noirs supermassifs.
Pardon. Non, non, je disais juste, c'est un peu comme si on remplaçait notre Soleil par un trou noir et qu'on avait toujours les planètes qui gravitaient autour, en fait. C'est un peu En comme ça. quelque sorte, oui. En Voilà. beaucoup plus gros et en beaucoup plus massif, en beaucoup plus dense, avec beaucoup plus d'influence gravitationnelle. Mais c'est un petit peu le principe. D'accord. Oui, après, là, je parle également des trous noirs supermassifs, comme M87, comme le trou noir le trou noir central de M87 et comme le trou noir présent au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile. Il existe également d'autres types de trous noirs, et trous noirs de type stellaire qu'on trouve parfois dans notre environnement stellaire, pas très très éloigné de nous. Et là, on a des influences gravitationnelles également qui sont un petit peu plus faibles, mais qu'on peut repérer également de la même manière. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a spécifiquement choisi ce trou noir et pas un autre? Parce qu'on en a des plus proches, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Pourquoi? Alors, il faut savoir déjà, il y a pas mal de personnes qui demandent pourquoi ce trou noir-là a été ciblé, et pas notamment Sagittarius A étoile, qui est un trou noir supermassif qui est beaucoup plus proche de nous. Et bien, en D'accord. fait, il y a une raison assez simple, c'est qu'en fait, le diamètre apparent, par exemple, de Sagittarius A étoile et du trou noir central de M87 sont le même. Donc, le diamètre tel qu'il nous apparaît, en fait, sont le même. C'est-à-dire que M87, le trou noir central de M87 est beaucoup plus éloigné, mais il est également beaucoup plus massif, à tel point qu'en fait la taille telle qu'il nous apparaît correspond à la même chose par rapport au trou noir central de notre galaxie, donc Sagittarius A étoile. Pourquoi est-ce que M87 finalement a été observé préférentiellement? C'est parce que Sagittarius A étoile étant beaucoup plus près, et il était beaucoup plus difficile en fait de prendre des données pendant un temps long, parce que évidemment il va bouger plus rapidement. Oui. Et étant donné qu'il bouge plus rapidement, eh bien, c'est plus difficile de rester sur lui pendant longtemps en acquérant l'intégralité de ces données et pouvoir faire une acquisition de données qui est correcte du coup. C'est pour ça que le trou noir central de M87 a été sélectionné. Il avait la même taille apparente, donc normalement on a les mêmes chances d'observer l'horizon des événements du trou noir et le disque d'accrétion autour de lui. Et en même temps, il bougeait beaucoup moins, donc il était plus facile à observer, plus facile à mettre dans l'objectif du télescope. Voilà. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit exactement sur cette image? Parce qu'il y a une espèce de disque lumineux autour. On ne sait pas trop. Donc le trou noir est au centre, on suppose, c'est ça? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a C'est autour? ça, à peu près. Mais à quoi ça Alors, correspond? Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Parce que nous, on y voit surtout du flou, en n'étant pas spécialiste du tout. alors, le trou noir, en effet, en lui-même, n'est pas observable, étant donné qu'on a un objet qui est tellement massif que même en fait, la lumière ne peut pas nous parvenir. La lumière un photon en tout cas qui serait à l'intérieur du trou noir ne pourrait pas nous atteindre, étant donné que la gravitation l'empêche de faire cela. C'est les lois de la relativité générale. Par contre, on peut voir la matière qui est autour du trou noir. Donc, ce qu'on appelle le disque d'accrétion, c'est la matière qui est en train de tourner autour du trou noir avant éventuellement de basculer à l'intérieur de celui-ci et qui va petit à petit faire grossir la masse d'ailleurs de ce trou noir. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est le disque d'accrétion, le disque de matière autour de ce trou noir qui apparaît comme une couronne en fait autour de celui-ci. D'accord, donc un disque d'accrétion constitué d'un peu tout ce qui gravite autour. Donc ça peut être des C'est étoiles, de la ça peut matière, être... c'est du gaz, c'est principalement ça, c'est de la matière baryonique, comme on l'appelle, c'est-à-dire la matière qui nous compose un petit peu. C'est des restes éventuellement d'étoiles qui sont à côté. Donc principalement en général, c'est de l'hydrogène, de l'hélium, comme ce qui est présent en grande quantité dans l'univers. Pour ce disque d'accrétion en particulier, là je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas fait, mais vraisemblablement c'est également la même composition, également très riche en hydrogène et en hélium, comme n'importe quel endroit dans l'univers. Et du coup, le trou noir va continuer de grossir, c'est ça? En absorbant tout cela? C'est un phénomène qui est rapide, qui est lent, qui est... Tout dépend ce que tu veux dire par lent. Bah, nous, on parle généralement d'échelle des temps géologiques, quelques millions d'années plus ou moins, donc je ne sais pas si c'est rapide pour toi ou pas. Ouf, on va dire qu'en tout cas, à notre échelle, ça va pas être rapide du tout. Étant donné la masse extrêmement élevée de ce trou noir, de toute façon, la matière qu'il a autour ne va pas le faire grossir énormément. Après, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne peux pas te répondre juste comme ça de but en blanc. Du coup, ce trou noir, donc il est pas proche de chez nous, il est à combien de millions d'années-lumière déjà? À peu près 54 millions d'années-lumière. À peu près 54 millions d'années. Ça fait loin, hein, c'est ça. Fait loin. Mais c'est pas Ça très fait loin très comparé à certains autres endroits dans l'univers, donc ça va encore. C'est Ce déjà n'est pas pas mal, ce qu'on considère comme étant l'univers lointain. Ah oui, l'univers lointain, c'est à combien?
Alors là, ça va être des milliards d'années-lumière. En général, on raisonne plus en termes de redshift, dans ce cas-là, de décalage vers le rouge. Et on commence à parler d'univers lointain au redshift 0,51. Et faut savoir qu'ici, on n'est même pas à un redshift de 0,1, donc on est très, 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 très proche de nous par rapport justement à ce qu'on appelle l'univers lointain. J'ai oublié combien ça faisait exactement, mais ça se compte en milliards, ça c'est Ça se sûr. compte en milliards. Oui, d'accord. Donc c'est quand même assez proche au final. Mais alors, 54 millions d'années-lumière, ça veut dire qu'en fait, quand on regarde ce trou noir ou cette image de trou noir, on retourne un peu dans le passé parce que le temps que la lumière a mis pour nous parvenir, on est à 54 millions d'années de nous au final. À peu près, à peu près. C'est à peu près la distance qu'a mis la lumière en fait pour arriver jusqu'à nous. D'accord. Donc à chaque fois qu'on regarde les étoiles ou cette image de trou noir, au final, on retourne dans le passé. C'est incroyable ça. C'est ce que certaines, notamment Hubert Reeves, appelait quand on regarde loin, on regarde dans le passé. C'est exactement ça. C'est exactement cette image. C'est assez formidable. Bon, alors, pour terminer, on a cette superbe image de trou noir. Mais alors, est-ce que dans l'avenir, on sera capable d'obtenir une image peut-être un peu plus détaillée? Alors, sans dire que, évidemment, c'est pas déjà génial d'avoir réussi à obtenir une image d'un trou noir, parce que c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, mais est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'en améliorant les algorithmes ou peut-être les appareils, est-ce qu'on pourra avoir une image un petit peu plus nette de ce qui se passe autour du trou noir? Alors, tu me parlais de quelque chose de plus détaillé. Détaillé, ça me paraît difficile étant donné que là, il a été simulé quand même un télescope qui avait la taille de la Terre en elle-même. Parce qu'on a commencé, les données qui ont été prises venaient de télescopes qui venaient du nord de l'Amérique jusqu'en Antarctique. D'accord, donc Ça, comment est-ce que pour ça la s'est passé? précision. Et comment Alors, est-ce que ouais. ça s'est passé exactement? Comment est-ce qu'ils ont fait la chose pour commencer à avoir Alors, oui, peut-être. Donc, pour la précision, peut-être pas. Par contre, avoir quelque chose de beaucoup plus net, oui, je vais expliquer un petit peu. Alors, pour comprendre un petit peu comment les choses peuvent être améliorées, il faut parler un petit peu d'interférométrie. Donc, comment cette image, en premier lieu, a été obtenue? Cette image, en fait, a été obtenue par une technique qu'on appelle une technique d'interférométrie et qui permet de simuler un télescope gigantesque, en quelque sorte. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, si vous prenez un télescope, quel qu'il soit, la résolution d'un télescope, c'est-à-dire les dimensions les plus petites qu'il pourra résoudre, correspondra en fait à la taille du miroir principal du télescope. Donc plus le miroir principal du télescope est grand, plus en fait on peut résoudre des objets qui sont petits. Plus en fait on peut regarder loin des objets qui sont petits. Et ça, en fait, on s'est aperçu évidemment qu'assez rapidement qu'on ne peut pas faire des télescopes qui sont immensément grands, mais c'est pour ça qu'on a des télescopes malgré tout qui sont très très grands, qui ont des miroirs principaux très très grands à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les plus grands ont des miroirs principaux de 10 mètres, et il y a des projets de télescopes pour des miroirs qui ont 39 mètres de diamètre, Ah oui. ce qui fait beaucoup. Et en fait, dans les années, si je ne me trompe pas, c'est les années 50-60, on s'est aperçu qu'en fait, si on enlevait, on faisait par exemple des trous, imaginons, on met des trous dans un télescope, on fait des trous dans un télescope, et bien Version si on voyeur. garde la taille du miroir classique tel qu'il est, on arrive en fait exactement à obtenir la même résolution. Simplement, évidemment, l'image sera beaucoup moins nette et on aura évidemment beaucoup moins de précision sur l'image en elle-même. Et par contre, on arrive à résoudre des objets qui sont de la même taille que si on avait effectivement le télescope avec le diamètre tel qu'il était au départ. Du coup, en fait, ce qui a été utilisé par la suite, c'était de simuler un télescope géant en observant à la fois avec plusieurs petits télescopes, ou parfois également des gros télescopes, tout dépend. Avec plusieurs petits télescopes, on simule un grand télescope en fait en regardant le même objet au même moment à différents endroits. Et si par exemple vos petits télescopes sont séparés au maximum entre eux d'une distance de 100 mètres, on arrive à simuler comme ça la résolution qu'aurait un télescope avec un miroir de diamètre 100 mètres, même si les petits télescopes en fait n'ont pas un diamètre de 100 mètres. Et du coup, en augmentant le nombre de petits télescopes, on arrive à une image au final qui est de plus en plus précise. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des télescopes à différents endroits du globe, donc principalement en Amérique. Ça va du nord de l'Amérique à des télescopes dans le sud de l'Amérique et jusqu'en Antarctique, Ah oui. pour simuler un télescope qui avait la taille de la Terre. Donc au final, au point de vue résolution, on pourra difficilement faire mieux. Par contre, c'est pas exclu que avec le temps,
on arrive, comme tu dis, à avoir des techniques de reconstruction d'image qui sont plus performantes, donc à améliorer l'image en question, ou encore à augmenter le nombre de télescopes qui vont observer l'objet en même temps, et du coup à augmenter également la précision que l'on a sur l'image, et du coup qu'on arrive à enlever pas mal de flou, voire qu'on arrive à avoir du mouvement, en fait, à prendre plusieurs images en même temps et à voir le mouvement de la matière autour du trou noir. Donc oui, c'est tout à fait possible qu'on obtienne une meilleure image, mais ce sera quand même un peu plus compliqué. Ouais, c'est pas gagné, on va dire. Je pense que ça se fera. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Ça se fera, de toute façon. Simplement, c'est vrai qu'au point de vue résolution, on pourra difficilement faire mieux. Mais pour le reste, je pense que d'autres images, d'autres trous noirs vont être prises à un moment quelconque, et ce trou noir continuera à être observé de toute façon, et observé par exemple pour connaître le mouvement de la matière autour de ce trou noir, de cet objet. J'en suis sûr. En tout cas, ça ouvre pas mal de perspectives, ça c'est sûr. Bon, bah écoute, c'était très gentil de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça a contribué à ce que certaines personnes comprennent un petit peu mieux l'importance en fait de la découverte. Oh bah avec la quantité de fois que ça a été partagé sur les réseaux sociaux, je suis sûre que ça a eu déjà pas mal d'impact. Mais merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions qu'on apprécie à juste titre parce que nous ne sommes vraiment pas spécialistes du tout. Avoir un astrophysicien, c'est quand même vachement bien pour expliquer ce genre de concept. On en profite aussi pour dire que tu as une chaîne YouTube, Ciel étoilé, oui, si je ne m'abuse. Une toute petite chaîne YouTube, je ne sais pas si c'est la peine de le signaler. Ouais, c'est quand même assez intéressant sur la physique et les étoiles, nous on aime beaucoup. Donc je mettrai le lien en description. Donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas, c'est que du bon. Et puis on espère te revoir très bientôt. Si on a un autre sujet du même style, on sera ravis de t'accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'ici. On vous revoit très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus! Thank you.